Les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont produit des milliers de livres si importants. Il pourrait sembler qu'il n'aurait dû y avoir aucune lacune dans l'historiographie de ce conflit le plus sanglant et le plus horrible de l'histoire de l'humanité. Or, tel que cette historiographie est présentée, c'est plutôt le contraire qui est vrai. En effet, les historiens ont bien calculé le nombre exact de chars, de canons, d'avions et de troupes appartenant à chacun des pays ayant fait partie ou ayant pris part à cette guerre, mais n'ont pas réussi à répondre aux questions les plus simples, mais les plus fondamentales. On peut lire, par exemple, sur une page qu'Adolf Hitler prévoyait de conquérir le monde entier, tandis qu'une suivante nous dira de manière tout à fait inattendue et bizarre que l'Allemagne s'est avérée totalement non préparée à la guerre et qui a éclaté en septembre 1939. Les nazis souhaitaient seulement attaquer la Pologne et ont spéculé sur le fait que la Grande-Bretagne et la France ne s'allieraient pas avec elle. Cela expliquait le manque de préparation de l'Allemagne à une guerre à grande échelle. Il déclare également que la Wehrmacht était à court de bombes larguées et qu'après la déroute de la France, qui n'a en effet pris que 6 semaines à l'Allemagne, l'armée avait épuisé toutes ses munitions. Ainsi vint la question, est-ce ça le genre de préparation à une conquête mondiale? 2 ans plus tard, cependant, Hitler a commis une erreur encore plus grave en attaquant l'Union soviétique. Le compte à rebours pour le Troisième Reich a commencé ce jour-là, le 22 juin 1941. Malgré son succès initial phénoménal, l'Allemagne roulait vers sa ruine imminente car elle s'est retrouvée à combattre sur 2 fronts. Comme le soutiennent unanimement les historiens et les experts militaires, cette guerre simultanée sur les fronts Est et de l'Ouest a condamné la puissance militaire allemande à la destruction totale. Aussi, l'autre question à se poser, Adolf Hitler et ses généraux auraient-ils pu ne pas prévoir cela? Ainsi, qui a financé l'ascension du parti nazi jusqu'à son arrivée au pouvoir alors que l'Allemagne se trouvait en pleine dépression économique, financière et sociale? Pourquoi les puissances européennes, garantes de l'exécution et du maintien du traité de Versailles, n'ont rien fait pour arrêter le réarmement de l'Allemagne? Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales avec mon invité Blaid Abben, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Abben, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité. Alors, la première question, j'aimerais bien vous lire un extrait du témoignage de Hjalmar Schacht, l'ancien ministre de l'économie de Hitler, au procès de Nuremberg. Je cite, « Je dois dire que j'ai été déçu que le réarmement de l'Allemagne n'ait eu aucune façon été empêché par des actions des Alliés. Cette soi-disant rupture de contrat de la part de l'Allemagne contre le traité de Versailles a été prise dans le calme. Des missions militaires, sous-entendues donc des Alliés, ont été envoyées en Allemagne pour examiner ce réarmement et des expositions militaires allemandes ont été visitées et tout le reste a été fait. Mais rien du tout n'a été fait pour arrêter le réarmement de l'Allemagne. » Fin de citation. Alors, qu'en pensez-vous, M. Eben? Pourquoi la France et la Grande-Bretagne, qui avaient laissé faire jusqu'à la trahison de la Tchécoslovaquie et de la partition de la Pologne, et que pensez-vous de la fameuse formule de la drôle de guerre que certains historiens utilisent avec un sens très raffiné de la formule pour qualifier la oisivité de l'armée française donc pas loin de la ligne Maginot où ils jouaient à la carte, au jeu de cartes, au football, alors que le front Est brûlait sous les bombes. Il y a beaucoup de questions en une seule, oui, il y a énormément de questions. D'abord, il ne s'agit pas de la France et d'Angleterre. Il s'agit plutôt de la plutocratie anglo-américaine, Mhm. des anglo-saxons.
Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin des années 30, l'Amérique a connu une très grande crise économique, à savoir l'échec du New Deal de Roosevelt. Et donc, pour le capitalisme américain, il se retrouvait devant un cul-de-sac. Que faire? Et c'est probablement, la guerre est probablement l'une des solutions à cette grande crise économique et financière. Deuxièmement, le ministre dont j'arrive pas à prononcer le nom, comment il s'appelle, le ministre allemand de la Schacht, Finance, ouais, plutôt de la Hjalmar finance Schacht, que de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, lui n'a pas été condamné au procès de Nuremberg, absolument. tout simplement parce que il était la courroie de transmission entre les capitaux anglo-américains et le Parti national-socialiste qui était en train de se réarmer. Donc l'injection des capitaux, non seulement on n'a pas empêché l'Allemagne de surseoir au paiement des dettes en rapport avec le traité de Versailles, mais on a inondé l'Allemagne de capitaux pour une militarisation accélérée. Donc là, il y avait certainement un projet dans la tête de la finance anglo-saxonne. Alors, évidemment, on est troublé quand on sait que la première dérive du régime nazi, c'est d'avoir envahi la Tchécoslovaquie, soi-disant pour récupérer le territoire des Sudètes, mais en fait, il y avait plutôt à récupérer tout l'or de la Tchécoslovaquie qui était entreposé dans les banques anglo-saxonnes, et tout cela Et s'est que la fait, Banque d'Angleterre a oui, oui, justement, justement j'y a arrive, renvoyé à renvoyer par le biais de sans ce qu'on aucun appelle problème. la banque des règlements internationaux. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, évidemment, l'annexion de l'Autriche par ce qu'on appelle l'Anschluss. Et enfin, les Français et les Anglais ont décidé de réagir parce qu'ils ont conclu des accords avec la Pologne lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. C'est ça, il y a eu une déclaration de guerre. Mais tout ça, c'est un logiciel qui semble avoir été parfaitement bien calculé. Alors, il ne faut pas être angélique ni idyllique en disant qu'il n'y avait que quelque chose de prévu. Il y avait aussi une chose qui est certaine, c'est que dans l'esprit des Allemands et dans l'esprit des militants et des responsables du Parti national-socialiste, et Hitler en particulier, il y avait une revanche à prendre sur la France en particulier. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France et l'Allemagne ont connu un très long passé d'hostilité réciproque, de guerre, etc. Donc ça, et puis les injonctions, les obligations instaurées par le traité de Versailles, c'est quelque chose pour l'Allemagne qui était écrasant. L'Allemagne a été totalement écrasée. Et c'est en fait DPC est ruiné complètement d'APC, sur. bien sûr. Et donc la France lui a repris l'Alsace-Lorraine. Et c'est probablement les Anglo-Saxons qui ont sauvé l'Allemagne de la banqueroute, qu'elle a connue d'ailleurs en 1929. Mhm. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi pourquoi on, pourquoi on a laissé faire? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phobie du capitalisme anglo-saxon, c'était la montée en puissance de l'Union soviétique. L'Union soviétique avec un immense territoire plein de richesses. Et puis il y avait aussi la production. Les soviétiques commençaient à produire. C'est vrai qu'ils ne produisaient pas des biens de confort pour le peuple russe, mais ils produisaient des machines-outils, des usines, etc. Et cela ne pouvait que présager d'une très grande puissance soviétique qui inspirait une très grande peur aux États-Unis, en particulier, qui était bien sûr l'autre hyperpuissance qui va émerger d'abord après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, vous voyez, je suis en train de patiner parce que je n'ose pas aller au fond des choses. Est-ce que, en fait, euh, il y a eu un téléguidage du régime nazi pour qu'il attaque l'Union soviétique? Ce qu'il faut savoir aussi, il faut le dire, ça c'est Mhm. une vérité historique, c'est que l'ADN, le primo-ADN du régime nazi, et de Hitler en particulier, c'est l'anticommunisme et l'antisoviétisme.
Mais Donc, ça, il n'est pas il l'a interdit. dit, et ce n'est Oui, un oui, secret pour personne. c'est connu, Pour ceux c'est qui ont connu. lu un peu, un tant soit peu le Mein Mein Kampf, Kampf hein. Oui, bien d'Adolf sûr, Hitler, il évidemment. a déclaré son projet Absolument. clairement dans ce. Voilà. Donc, ça, on le savait, et il a été éduqué dans ce sens. Mhm. Alors, pourquoi a-t-il attaqué prématurément l'Union soviétique alors qu'une année auparavant, ils avaient signé, une année auparavant ou 2 ans, le pacte Ribbentrop-Molotov. Vous Oui, connaissez oui, donc, oui. ce pacte de non-agression. Donc, Hitler, il s'est dit, je vais commencer par l'Ouest, je signe un traité avec l'Union soviétique, ensuite j'irai vers l'Est. Et effectivement, 2 ans après, donc l'Allemagne se lance dans ce qu'on appelle l'opération Barbarossa. Mhm. Et donc, il s'est cassé les dents sur un certain nombre de batailles. Et la plus grande bataille sur laquelle elle va se casser les dents, c'est la bataille de Stalingrad, qui va constituer un tournant D'accord. majeur. Mais On en reparlera justement, éventuellement. ici, Monsieur Abben, donc euh, Hitler, certainement, et ses généraux, d'ailleurs, il le dit, je vais vous lire de ce qu'il disait. Bien. Alors, le 23 novembre 1939, Hitler prononce un discours, donc ce discours devant un conseil du haut commandement de la Wehrmacht, Donc, présentant les plans à quelle date exactement? novembre, le Ah, novembre, 23 ouais, novembre ouais, 39. 39. Donc, la guerre était Donc, déjà partie. Oui, oui. oui, donc des plans et tirant des conclusions, il déclare, je cite, en 1914, une guerre sur plusieurs fronts a commencé. Cela n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, le deuxième acte de ce drame est en cours d'écriture, c'est-à-dire il parle de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons affirmer, nous n'avons pas à mener une guerre sur deux fronts. Donc là, en novembre 1939, sur deux fronts. Pour la première fois dans l'histoire, nous devons nous battre sur un seul front. Donc il parle du front occidental. Il n'y en a pas d'autre pour nous lié. La situation est maintenant telle que nous la pensions irréalisable. Alors, chose, qu'est-ce qui lui a pris et qu'est-ce qui a pris à ses généraux pour se détourner tout de suite vers l'Union soviétique, alors qu'il y a le précédent de la campagne de Russie de Napoléon Bonaparte. Tout à C'est fait, que tout à fait. il s'est complètement cassé les dents. Mais moi, ce qui me dérange encore et qui me choque, c'est qu'il y a des historiens qui disent que le plan de Hitler, donc pour justifier qu'il n'est pas vers l'Union soviétique, était d'aller détruire l'Union soviétique pour occuper la Grande-Bretagne par la suite. Donc, pour eux, moi, si je comprends bien, le chemin vers Londres passe par Moscou. C'est-à-dire, on vient à Moscou, puis on repart vers Londres. Alors que la France était occupée, et pour Hitler, avec sa grande armée qu'il lance sur l'Union soviétique, il lui suffisait seulement de traverser la Manche pour occuper la Grande-Bretagne. Alors, comment peut-on expliquer Oui, oui, oui. cette espèce Et puis c'est-à-dire qu'il lance son armée sur l'Union soviétique et le côté ouest est relativement calme. Après, sauf quelques tentatives de débarquement dans le sud de l'Italie et tout, mais c'était relativement calme jusqu'à juin 1944. Comment on peut expliquer ça? Oui, je pense que cette explication est un peu farfelue, ce qui consiste à dire que pour prendre Londres, il faut passer Par par Moscou. Moscou. Oui, 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 non, je pense que c'est effectivement farfelu. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'une des cibles du régime hitlérien, c'est le pétrole, notamment de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est une donnée fondamentale. Mais quand Mhm. je dis ça, c'est presque le symbole, c'est toutes les richesses d'une terre aussi vaste que celle de l'Union soviétique. C'est très important. Donc, alors on peut supposer qu'Hitler se soit dit, je vais attaquer l'URSS, c'est la clé de ma victoire, parce que si j'ai l'URSS, personne ne peut défier ma puissance. Il y a les hommes, il y a le territoire, il y a les richesses, il y a le pétrole, etc. C'est une première. Alors, qu'est-ce qui peut lui donner des ailes pour imaginer une telle chose? La Mhm. première des choses, c'est que quand Hitler a attaqué, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique dans l'opération Barbarossa, ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient avec les Italiens, avec les Roumains, avec les Croates. Donc c'était quand même une grande alliance militaire. Il y avait près de 800 000 hommes. 800 000 hommes, c'est une armée immense.
La troisième chose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un ADN. C'est comme si, en fait, le véritable objectif de la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'attaquer l'Union soviétique et d'abattre l'Union soviétique. La preuve, vous le disiez, à l'Ouest, rien de nouveau. À l'Ouest, rien de nouveau. Ce n'est pas la peine que je détaille cette formule. Le front s'est figé pratiquement. Donc, on a laissé se faire les choses. Mhm. Voilà. Donc, c'est comme si le but ultime de la Deuxième Guerre mondiale et le but ultime des Anglo-Américains, c'est comme s'il y avait un deal dès le départ, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui ont soutenu l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les financiers anglo-américains qui ont soutenu l'arrivée d'Hitler au pouvoir, parce que c'est un pays comme tous les autres, l'Allemagne, ils ont Absolument. soutenu quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, c'est les mêmes qui ont soutenu Roosevelt. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, donc, il y a eu quelque chose. Mhm. Quand on aide quelqu'un à arriver au pouvoir, il y a un deal. Il y a un Et deal. puis, Après, et puis, il y a évidemment, l'histoire de cet agent américain, qu'on dit allemand aussi, Ernst Hafstangl, il faisait partie de la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Mais quelques années après, donc c'est lui qui s'est chargé pour ramener l'argent au parti nazi, mais quelques années après, on s'est rendu compte que c'était un agent américain et qu'il était un ami personnel de Roosevelt. Et c'est Roosevelt, absolument, après absolument. sa déchéance, c'est Roosevelt qui l'a Absolument, récupéré. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, c'est entre copains et coquins. Donc, faut savoir. Alors, les banques américaines, JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, etc., elles ont financé les deux parties. Elles ont donné de l'argent d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est vrai que c'est un mystère de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi il a attaqué? Est-ce que c'était prévu? Il a signé le pacte Ribbentrop-Molotov pour endormir l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a très bien compris aussi que l'objectif ultime des nazis était était de les défaire. Enfin, ils avaient très bien compris ça. Mais il y a aussi un témoignage justement dans les archives de Joachim von Ribbentrop, donc le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, et qui Hein. disait que c'était une grave erreur d'attaquer l'Union soviétique. Et, C'était une grave erreur oui, d'attaquer mais l'Union. il ne faut pas oublier que tous les ministres d'Hitler n'étaient pas au fait de tous les secrets du régime nazi. Ribbentrop était un haut cadre nazi, mais probablement que c'est dans les cercles restreints que des décisions d'une si haute importance se prenaient, à savoir déclencher le Troisième Reich qui allait se lancer à l'assaut de l'Union soviétique. Mais ça, effectivement, ça reste une donnée très mystérieuse. Est-ce qu'il faut avoir l'audace de dire que c'était programmé dès l'accession d'Hitler au pouvoir? Ça, c'est difficile, hein, c'est difficile à dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ADN nazi, et notamment celui d'Hitler, c'est d'abord l'anticommunisme et l'antisoviétisme. Et ce qu'il faut pas, faut dire aussi que un certain nombre d'idéologies, une partie de l'idéologie nazie s'est bâtie sur les fonds baptismaux de la finance américaine. Quand je parle par exemple de l'eugénisme, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eugénisme allemand a été fondé sur les fonds baptismaux de la finance rockefellerienne. Elle a Rockefeller, oui. été, bien David sûr, Rockefeller, oui. Rockefeller, absolument, qui a financé toutes les études sur l'eugénisme allemand. Donc il y a beaucoup de choses qui restent dans l'ombre et qui ne sont pas, qui ne peuvent pas Mhm. être dites. Alors, l'une des preuves que il y a eu des complicités de la finance anglo-saxonne dans le régime nazi même, c'est que ce ministre-là, dont j'arrive pas à prononcer le nom, qui était Charte. la pierre Mhm. angulaire de l'apport financier des anglo-saxons vers le régime nazi, et ça s'en est très très bien sorti, lui, au procès de Nuremberg. Mhm. Voilà. Et C'est c'était l'un des cerveaux justement qui absolument, ont absolument. fomenté Ouais, le, absolument. le régime nazi. Oui, tout à fait. Bien. Voilà, donc, Alors, euh, il y a une chose alors que l'exemple de la destruction de l'armée de Napoléon Bonaparte dans la campagne de Russie est plus qu'édifiant. Et des historiens expliquent qu'en mettant en déroute l'URSS, Hitler euh, voulait contraindre la Grande-Bretagne à un accord de paix. Euh, mais
est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, cet aspect-là, qu'il y avait un aspect de l'économie, c'est un peu comme la finance et l'économie, sont un peu la trame de tous les événements qui se passent autour et qui génèrent justement ce genre de mouvement dans l'histoire. Évidemment, Hitler, c'est un produit de son époque. Et évidemment, il y a de l'économie, il y a des finances, il y a de l'histoire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le long passé des rivalités entre l'Allemagne et le bloc anglo-saxon et bien entendu avec la France. Donc ça, c'est indéniable. Il y a une dimension, une très grande dimension économique à la guerre de 39-45. Mhm. On a souvent tendance à réduire cette guerre et la montée du nazisme à cette dimension idéologique, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la dimension idéologique. Loin s'en faut, j'allais dire. L'Allemagne a été un pays vaincu, et d'ailleurs, un pays vaincu de la Faible, Première Guerre, de la Première Guerre mondiale. Et donc, faible économiquement, bien industriellement. sûr, mais bien sûr, parce qu'on a empêché de se développer. Mhm. Et après, il s'est développé grâce à l'apport des anglo-saxons. Il a fait la guerre et il se retrouve de nouveau dans la position d'un pays vaincu qui vient de se réarmer contre contre toujours le même ennemi. Voilà, maintenant 100 milliards pour on peut faire une projection dans le présent. Mais je pense que pour ça, vaut mieux en rester là parce il faut avoir des preuves factuelles, quoi. D'accord. Et pour cet accord-là de Ribbentrop-Molotov, que les deux parties ont signé le traité de non-agression, justement, ça, il donne quand même pas mal d'aspects qui est curieux. Comment un pays qui t'assure qu'il ne va pas t'attaquer, vous assure pas, que vous ne va pas attaquer, il ne fait pas d'embargo sur l'Allemagne. Tous les cheminements des matières premières qui venaient du Nord, notamment de Norvège ou de Finlande, il n'y avait pas de problème à leur passage. Et c'est cette partie-là que Hitler décide d'attaquer et pas ceux qui lui ont fait l'embargo et pas ceux à qui il avait des problèmes au départ. Il ne faut pas oublier que c'est la France et l'Angleterre qui lui ont déclaré la guerre en 1939, en septembre 1939. Donc Hitler fait la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. Mhm. C'était dans la logique. Et il n'a pas signé de pacte de non-agression ni avec les Français ni avec les Anglais. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pacte de Ribbentrop-Molotov rappelle étrangement les accords de Minsk. C'est-à-dire, Absolument. chacun voulait gagner. C'est comment on appelle ça? Chacun fait ses petits calculs. Chacun fait ses petits calculs. Moi, je signe un pacte pour ne pas l'attaquer pour le moment, tant que je ne suis pas encore tant que la situation n'est pas propice, j'allais dire tant qu'il n'a pas reçu le feu vert. Mais le feu vert de qui? Bon, on peut spéculer sur ça. Et puis, les Russes aussi, ils étaient convaincus qu'ils seraient attaqués. Ils ont signé un pacte pour temporiser, se préparer. Et ils se Mhm. sont de fait préparés. Sinon, ils n'auraient jamais pu répondre aux attaques de 800 000 hommes, une coalition de 800 000 hommes qui a attaqué un peu toutes les grandes villes russes et qui s'est fini par se casser les dents à la bataille de Stalingrad. D'accord. Voilà. Et justement, par rapport à ça, il y a la déclaration de Staline au congrès du Parti communiste quelques mois ou quelques semaines, je ne me rappelle pas bien, après donc l'arrivée d'Hitler en Tchécoslovaquie, après la tombée de la Tchécoslovaquie. Et là, il adresse un discours où il dit que celui qui veut faire une guerre avec un pays, il s'arrange pour avoir des frontières avec ce pays. Donc, donc, indirectement, il accusait, parce que le discours était adressé, certes, aux membres du Parti communiste, mais aussi aux puissances étrangères, en disant, en indexant le fait que la France et la Grande-Bretagne avaient
laissé faire Hitler en Tchécoslovaquie, c'est qu'en réalité, Staline disait qu'on comprend votre plan de vouloir faire en sorte que le Troisième Reich et l'Union soviétique aient des frontières communes. Et c'est un peu ça qui a un peu suscité l'accord Ribbentrop-Molotov pour qu'il y ait un espace, disons, ou un tampon de sécurité pour l'Union soviétique. Je pense que ça fait partie de ce marché de dupes, c'est-à-dire moi je te dupe, toi tu me dupes. Donc c'est une façon de dire, c'est un peu comme si entre vous et nous, on va fumer le calumet de la paix. Pour le moment, on ne s'attaque pas. Il s'en est pris et puis il y avait un prétexte aussi, c'est la récupération de cette région qu'on appelle les Sudètes qui était germanophone. Mhm, Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça parce que je ne connais pas cette déclaration d'Hitler. On peut simplement dire que euh, ça faisait partie aussi du plan d'endormissement de l'Union soviétique, ce marché de vie. d'accord. Alors maintenant, ceux qui accusent justement, les historiens qui accusent l'Union soviétique d'avoir contribué à l'ascension d'Adolf Hitler et que l'accord Ribbentrop-Molotov était justement un accord qui a permis à Hitler de s'enrichir, d'enrichir son pays, de préparer son armée. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est farfelu, c'est vraiment farfelu. On peut peut-être inverser les choses. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt que les anglo-saxons ont tout fait pour détourner Hitler plutôt vers l'Est. C'est ce qui, c'est l'hypothèse la plus logique et la plus vraisemblable. L'Union soviétique, évidemment, c'était un modèle qui créait de la phobie partout, notamment dans le monde, dans le capitalisme anglo-saxon. Donc, on peut comprendre aisément que ce régime-là n'était pas en odeur de sainteté et qu'ils aient tout fait. Et du reste, il y a des faits, des actes. En tout cas, la finance anglo-saxonne a largement alimenter la militarisation de l'Allemagne. Donc dire que c'est au contraire l'Union soviétique qui a favorisé la montée d'Hitler, ça c'est absolument farfelu. Peut-être l'avènement du communisme a suscité aussi l'avènement de mouvances anticommunistes. Ça c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à Mhm. fait logique. Mais dire que lier directement la montée du nazisme à l'Union soviétique, ça, Non, la montée du parce nazisme, parce que on peut la justement, dans lier cette... surtout au traité de Versailles, hein, plutôt au traité de Versailles que Absolument. nazisme. Hein. Parce que même dans cette période-là, c'est qu'il y a eu un mouvement communiste et un mouvement socialiste dans l'Allemagne nazie. Il a été Oui, maté. tout à fait. Tout à fait. Et justement, Rosa le- Luxembourg et Karl Liebknecht, exactement. absolument, ils ont été République de exécutés. Weimar, oui, tout à fait. Ouais, Ils ont été exécutés tout et à Hitler fait. a participé justement dans Absolument. cette machinerie. Absolument. Non, non, Ouais. qu'il y ait des amitiés secrètes entre les nazis et les soviétiques, c'est absolument une hypothèse totalement farfelue. Parce que le primo ADN du nazisme et de Hitler, en particulier, c'est l'antisémitisme. Non, ça, c'est pas possible. D'accord. Alors maintenant, la question suivante, elle concerne justement le rôle directement de l'Union soviétique dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Alors, nombreux sont les historiens militaires qui affirment que l'armée allemande a été défaite à Stalingrad. Et pour cause, ils affirment que depuis cette bataille, la Wehrmacht avait perdu toute capacité d'initiative stratégique et s'est mise à se replier jusqu'à Berlin. Alors, quel est votre avis sur cette question-là? Bon, l'armée allemande a subi de nombreuses défaites dans toutes les villes qu'elle avait tenté de prendre en Union soviétique. Ce qu'il faut dire, c'est que la bataille de Stalingrad, qui a engagé près de 800 000 soldats de l'alliance germano-croato-italo-roumaine, et les soviétiques ont engagé près d'1 200 000 hommes. Donc, Mhm, il y a au total 2 millions d'hommes qui sont engagés dans cette bataille. Et bien entendu, il y a eu, au cours de cette bataille, 100 000 civils
russes, soviétiques, qui sont morts. La défaite de l'Allemagne à la bataille de Stalingrad est un tournant majeur. C'est un Mhm. tournant majeur parce qu'il arrive après plusieurs autres petites défaites et qui a stoppé, pas net, mais il a stoppé l'avancée de l'armée allemande. Et ça, c'est survenu en février 1943, la défaite allemande. Et ça correspond presque au débarquement anglo-américain en Provence et en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu deux revers majeurs du Troisième Reich en 1943. La défaite sur le front ouest et l'entrée en guerre des Anglo-Américains dans le front sud. Donc effectivement, la bataille de Stalingrad, par son ampleur, c'est un tournant majeur dans l'évolution vers la défaite du Troisième Reich. Donc, ça, tout à fait d'accord. Euh, En plus, elle est hautement symbolique. Et puis, c'est- ça a donné des ailes aux soviétiques qui se sont repris très vite et qui ont poursuivi l'armée allemande jusqu'à Berlin, pratiquement. Pas mhm. pratiquement, mais jusqu'à Berlin. Voilà. D'accord. Et justement, une dernière question, c'est à peu près comme on le voit actuellement. Nous avons vu ça en Syrie, nous avons ça en Afghanistan. Les Américains disent que ce sont eux qui ont vaincu le terrorisme en Irak et en Syrie. Ils ont fait en sorte aussi, je ne sais pas comment, par quelle alchimie, en Afghanistan, qu'ils ont quitté dans la précipitation. Toute la période où l'Union soviétique, justement, combattait seule, la partie ouest se contentait uniquement de mener des bombardements. C'est-à-dire, la bataille était dans les airs. Dans les airs. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, justement, une espèce de parallèle avec ce qui se passe actuellement et c'est fait de s'attribuer des victoires juste par le fait d'avoir bombardé sans combat au sol, sans payer de vie humaine. Et actuellement, qu'on fait avec même les drones à partir de la Californie. Ouais. Bon, mais je dirais no comment. Il est vrai que les méthodes de guerre ont considérablement changé. Les Américains ont inventé le concept de zéro mort. Le concept de zéro mort n'est compatible qu'avec un pays à la puissance technologique infinie. C'est-à-dire bombarder à partir de 10 km d'altitude, de tuer des gens au sol, évidemment, on ne risque pas grand-chose, ou même de bombarder à partir d'un PC militaire en Californie ou comment il s'appelle, à Houston. Évidemment, c'est zéro mort et c'est un concept qui a été repris par un certain nombre de pays, notamment des pays occidentaux. Et puis, c'est très facile de s'attribuer des victoires, dans ce cas-là, évidemment. Mais quand il s'agit d'affronter l'ennemi face à face et sur Terre, on voit aussi que malgré le déversement de millions de tonnes de bombes et d'agents orange au Vietnam, les Américains ont quand même pris Ils ont l'avantage. perdu toutes les guerres. Ils sont Toutes les partis dans guerres. la Ils n'ont précipitation. gagné pratiquement aucune. Voilà. Et ce qui s'est passé en Afghanistan aussi, c'est une sorte de défaite honteuse. Non pas parce que ils ont perdu une guerre, parce que, bon, militairement, on ne peut pas dire que les Américains peuvent perdre une guerre, mais c'est simplement pour avoir abandonné sur le terrain tous leurs alliés et puis tout un certain nombre de populations dans la détresse. C'est ça qui est terrible. Mhm. Voilà. Mais on est bien d'accord que faire la guerre, c'est pas Parce que seulement. justement, il y a toujours cette dualité dans les livres d'histoire de qui a vraiment vaincu le nazisme. Parce que c'est les Occidentaux ou l'Union soviétique. Alors qu'en réalité, le combat au sol pour les Occidentaux a commencé en juin 44. Ils ont fait pratiquement la guerre une seule année. Et on se demande comment on peut s'attribuer une victoire Ouais, comme celle-là alors que l'Union soviétique a payé 26 millions de victimes de tribus pour justement ouais, gagner la absolument. guerre. Absolument. Oui, oui, oui. Ben, écoutez, c'est très facile de s'attribuer des victoires, mais
comme l'Amérique, enfin, le monde occidental se situe du côté du vainqueur, donc ils ont fait une histoire à leur façon, comme aussi l'Union soviétique fait l'histoire à sa façon, parce qu'on a Mhm. fait l'histoire du vainqueur. Mais bon, il y a de vrais vainqueurs et des vainqueurs un peu moins vrais. Voilà, c'est pour dire une formule. Parce que effectivement, c'est le gros tribut a été payé par l'Union soviétique. Vous dites 26 millions, moi j'ai souvent entendu le chiffre de 29 millions. C'est- voilà, c'est terrible. 29 millions de morts, c'est pas rien. En fait, c'est le pays qui a payé le plus cher, Ouais, ouais. la partie la plus chère à la guerre. Voilà. C'est vrai que dans le narratif occidental, Mhm. la contribution russe est presque dérisoire à la victoire de D'accord. la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça c'est cocasse quand même, hein. Ça c'est cocasse. C'est que le front, alors que le front Est, durant la Seconde Guerre mondiale, était à feu à sang, le front Ouest connaissait un calme relatif prolongé jusqu'au débarquement de Normandie en juin 1944. Alors, peut-on considérer que la contribution majeure de la défaite des nazis a été apportée par l'armée soviétique? Euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On peut dire simplement que la défaite du nazisme est le fait d'une contribution déterminante, mais pas la seule, de l'Union soviétique. Ce qu'il ne faut pas dire quand vous dites le calme relatif du front ouest, c'est qu'il ne faut pas oublier que les V1, les V2 allemands ont continué à bombarder Londres et les villes anglaises, que la France était occupée, donc il n'y avait pas lieu de se battre. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait un calme relatif. France occupée, Angleterre insulaire qui recevait des V1 et des V2. Donc effectivement, c'était c'était relativement calme et d'autre part, l'Amérique n'était pas entrée en guerre Mhm. et que l'Angleterre se préparait à rentrer en guerre. Elle n'était pas tout à fait prête, elle se préparait à rentrer véritablement en guerre, à savoir le débarquement. Donc on peut dire que la contribution a été déterminante, mais ce n'est pas la seule. On ne peut pas Ouais. dire que Parce que sans l'entrée en guerre de l'Amérique et du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, en Provence, etc., euh, il est difficile de. Non, je disais que c'était la contribution majeure, la plus Ouais, importante. La plus c'est une importante. contribution déterminante. Ouais. On peut le dire comme ça plutôt. Après, il faut faire une étude sur cette partie de l'histoire pour dire qu'est-ce qui a véritablement déterminé l'issue de la guerre. Voilà. D'accord. Voilà. C'est vrai que si Hitler avait occupé l'Union soviétique, les champs de pétrole de l'Azerbaïdjan et toutes les richesses de l'Union soviétique, effectivement, le tournant de la guerre aurait été tout à fait, l'issue de la guerre aurait été sans doute Mhm. différente. D'accord. Ouais. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question concernant le procès de Nuremberg. Alors, le procès de Nuremberg n'a pas réussi à élucider toutes les questions sur l'apparition et l'ascension du nazisme, malgré la condamnation à mort de nombreux de hauts dignitaires, notamment militaires. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a failli dans l'organisation de ce procès? D'un point de vue, disons, si j'ose dire, épistémologique, c'est-à-dire la façon, c'est-à-dire qu'on s'est précipité à prendre des gens et à dire que c'est des monstres, on les juge, on les exécute, c'est bon. C'est des monstres, nous, ce n'est pas le cas. Et donc, mais on ne se pose pas la question du système dans lequel ils ont fait en sorte justement à ce qu'ils deviennent comme ça. Parce qu'il faut bien rappeler que l'Allemagne était quand même le pays européen sur le plan culturel, scientifique et tout, le plus rayonnant. Hein, de tous les musiciens, les philosophes, les scientifiques. Comment un tel pays a enfanté d'un monstre comme le nazisme? Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que le procès de Nuremberg n'a pas été le procès du nazisme, il a été le procès de nazis.
Donc, en fait, Voilà. voilà, on a pris des. Je La peux même nuance est dire très que, importante. bien sûr, très importante, on a pris plutôt des lampistes, parce que le gros poisson qui était la cheville ouvrière de la montée du Parti national-socialiste ont échappé, à commencer par le ministre des Finances. Je n'arrive Mhm. pas à prononcer son nom, Schacht, qui a été Hjalmar inculpé, mais qui, Schacht. Yann Barchat, qui était présent, qui a été inculpé, mais qui a été, qui est sorti indemne du procès de Nuremberg. Alors, parce que si on avait fait le procès du nazisme, on serait remonté quand même à sa jeunesse. Sa jeunesse, il y a une partie qui est historique, une partie idéologique, et il y a une partie financière, parce qu'on ne peut pas construire un appareil militaire tel que celui des nazis sans un apport financier considérable. Et d'où vient la finance? Et si on Mhm. avait, si on avait été jusque-là, d'où vient la finance du nazisme? Alors à ce moment-là, probablement qu'on aurait fait le procès du nazisme. Là, on a jugé des gens qui étaient impliqués, des gens, et on les a jugés pour des faits tout à fait, des faits très, j'allais dire, des choses factuelles. Voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as donné tel ordre, etc. Mais le système, de manière générale, n'a pas été critiqué. Il a peut-être jugé idéologiquement dans la presse, mais pas au procès de Nuremberg. C'est un tribunal, il ne faut pas oublier. Mhm. On ne juge pas des idées, on juge des hommes. Voilà. Et puis, probablement aussi qu'on n'avait pas intérêt à Mais juger il y a le toute cette système. partie-là, justement, qui était derrière le rideau, de ce Tout que à fait. vous vous Tout à fait. expliquez, Ouais, ouais, qui a fait que cet appareil-là a grandi ouais, ouais, pour tout à fait. devenir le monstre qui a détruit toute Ouais, ouais, l'Europe. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Mhm. bien sûr. Bien. Alors maintenant, il y a une chose sur laquelle il y a le parti, il y a les services de l'enseignement allemand, en particulier ceux qui ont été à l'Est et qui ont travaillé sur durant la guerre contre l'Union soviétique. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont été récupérés par les services de l'enseignement anglo-saxon. Ils en ont fait le fer de lance, soi-disant, de lutte contre l'Union soviétique ou contre l'idéologie communiste. Et il y a beaucoup qui étaient justement des têtes dans le service de l'enseignement allemand, comme le général Reinhard Gehlen. Et c'est lui qui a constitué tout le premier noyau. Et des historiens disent que c'est ce noyau-là qui est le premier embryon de ce qui est devenu par la suite en Europe le gladio utilisé par l'OTAN dans ces guerres contre l'Union soviétique. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est-à-dire, il y a quand même, moi, il y a une question qui me fascine, une situation qui me fascine. Dans les médias, on accuse le nazisme. Dès que vous ouvrez votre bouche, vous êtes accusé de nazi, de facho et tout. Mais on met à l'intérieur d'un système sécuritaire des nazis authentiques. Et comment tout ça, tout ça est possible Ouais, les États ont des raisons que la raison ne connaît pas. Mais on peut même prendre des exemples très concrets. Quand vous voyez les nazis ukrainiens, et qui c'est qui les a récupérés? On commencerait par Stepan Bandera, qui l'a Oui, récupéré. absolument. C'est des Américains, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Mhm, N'oublions pas également que beaucoup de scientifiques allemands, même des scientifiques nazis, ont été récupérés aussi par la recherche américaine. mhm. Donc, c'est ça, c'est les intérêts d'abord. La morale, on n'en a que faire. Donc, ça, c'est vrai qu'on peut s'indigner, mais l'indignation ne permet pas de comprendre les choses. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est que Chaque fois que quelqu'un est utile, on oublie son passé. Si quelqu'un peut être utile, on oublie son passé. Et ça se fait même dans le droit commun. Mhm. Un mafieux qui peut être utile, on peut le récupérer, effacer. Et puis alors, vous avez prononcé le mot gladio. Je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là, hein. Ça, c'est un terrain qui est miné.
c'est difficile de s'avancer sur ce terrain-là parce qu'il faut aussi avoir des preuves. D'accord. Et, Et puis, c'est peut-être pas un thème qu'on peut débattre dans une émission sur un peu les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale et notamment le rôle de l'Union soviétique. Justement, ce service de renseignement, comme vous le relevez, justement, non seulement il a fait beaucoup d'Ukrainiens donc, durant la Seconde Guerre mondiale, mais même après la Seconde Guerre mondiale, parce que Stepan Bandera, justement, menait des opérations contre l'Union soviétique jusqu'au jour où il a été assassiné, je crois que c'était en 1950, enfin, la date n'est pas très importante. Et ce noyau, justement, actuellement, on fait référence à ce personnage comme étant un héros national. Et c'est cette même idéologie qui est actuellement sous-jacente à toute l'action du gouvernement ukrainien depuis 2014, depuis le coup d'État de 2014. Comment peut-on actuellement justement et aller dans le sens de l'histoire et dire que euh, ce sont eux donc, qui se battent pour la liberté et attaquant ceux qui se sont sacrifiés justement pour mettre un terme aux nazis. C'est c'est effectivement assez aberrant. Ce qu'il faut savoir simplement, ce qu'il faut nuancer simplement, c'est que la descendance idéologique de Stéphane Bandera n'a pas imprégné tout l'appareil étatique ukrainien. Il y a des partis, il y a des mouvements, il y a des groupuscules qui se revendiquent de l'idéologie de Stéphane Bandera et qui, malheureusement, avec les encouragements d'une frange de l'État ukrainien et même de l'Occident, ils ont investi l'armée et l'appareil étatique ukrainien. Et c'est probablement cela qui a fait que les Russes, notamment Poutine, parlent de dénazification. Mhm. Est-ce qu'il veut dénazifier l'État russe? Est-ce qu'il veut dénazifier plutôt l'État ukrainien ou l'armée ukrainienne? C'est une nuance à apporter parce que il est difficile de s'avancer de dire que tout ce monde-là est une descendance nazie. Mais effectivement, c'est un paradoxe que ceux qui se sont libérés du nazisme luttent contre ceux qui, en tout cas une partie de ceux qui se réclament du nazisme et qui parlent de liberté. Qui parlent de liberté, qui ont été en plus antisémites et qui ont liquidé des juifs, une Ouais, partie du drame de l'extermination des Juifs s'est passé aussi en Ukraine, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. en Ukraine, en Donc ça, c'est Pologne. un paradoxe. Et ça a mis beaucoup d'ailleurs de Juifs européens très mal à l'aise, en se disant comment peut-on soutenir des gens qui ont exterminé des Juifs? Nous, Juifs, comment peut-on soutenir des gens qui ont exterminé des Juifs? Donc c'est un très grand paradoxe qui fait que l'Occident, en tout cas certains penseurs occidentaux, notamment même parmi eux des Juifs, comme Victoria Nuland, etc., Oui, oui, oui. comment peuvent-ils se résoudre à soutenir des gens alors qu'ils sont juifs, des gens qui ont exterminé des juifs? Et en France aussi, il y a des gens qui sont très très mal à l'aise avec le soutien qu'on apporte à l'establishment ukrainien, qui est un peu gangréné par l'idéologie néo-nazie de Stéphane Bandera, de sa descendance idéologique. Donc c'était un vrai problème. Un vrai problème. D'accord. Euh, pour une dernière question, pensez-vous que les populations dans le monde, notamment européens, ont accès à assez d'informations et à l'histoire réelle de la Seconde Guerre mondiale? Et n'y a-t-il pas un risque, justement, dans le sommet que connaît la raison actuellement avec ce qui se passe en Ukraine, que d'autres monstres apparaissent et conduisent le monde à nouveau à l'abîme? Moi, ce que je vois, ce que je crois, c'est qu'il y a un repli général sur soi.
Quand vous parlez des populations, les populations ne cherchent pas à comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les populations, où qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, aux États-Unis, les Mhm. populations ont la tête dans le guidon. C'est-à-dire, ils s'occupent des multiples problèmes, de multiples misères de la vie quotidienne. La vie chère, l'avenir incertain, etc. Donc, c'est très difficile de demander à des gens d'aller se pencher pour comprendre ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le rôle des médias, effectivement, ça aurait été, parce que par le conditionnel, parce que malheureusement ce n'est pas fait, ça aurait été de se poser des questions. Or, les médias ne posent pas du tout de questions. Ils ont presque une sorte de cahier des charges à déployer sur les antennes de télévision, ils le disent, et très peu d'intellectuels posent les vraies questions. Malheureusement, ceux-là on n'accède presque plus jamais aux médias qu'on appelle mainstream, les grands médias. Mhm. Alors, si on veut développer des idées un peu originales, un peu iconoclastes, même un peu complotistes, si j'ose dire, parce que pour moi, c'est pas péjoratif, c'est qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui est questionniste, qui se pose des questions. Donc, ce genre de questionnement, malheureusement, ne trouve plus sa place dans les médias. Et c'est d'autant Circuler, il n'y plus, a rien à voir. Mhm. C'est Oui, d'autant plus dangereux parce que, moi j'ai posé cette question parce que les conditions actuelles, quand on voit la situation économique du monde, l'endettement, la crise financière, les faillites bancaires, la dégradation de la vie des gens, pouvoir la d'achat, oui. dégradation du pouvoir d'achat, la misère et la pauvreté qui progressent partout. Et en plus de ça, sur fond de progression de dépenses militaires, le rapport du CIPRI, par exemple, pour l'année 2022, il parle d'une explosion de dépenses militaires, Absolument, alors qu'il absolument. pourrait être utilisé justement pour résorber les problèmes dont souffrent Absolument. les gens. Et avec tout ça, dans tout ce magma-là, on voit la réapparition de ce genre d'idéologie extrêmement dangereuse, simplificatrice, simpliste et qui pourrait justement être exploité encore une fois si, en fait, l'histoire ne se répète pas comme disent, mais elle bégaye, elle bégaye. Ouais, mais Et les mêmes malheureusement, conditions mènent toujours au même résultat. malheureusement, elle est en train de se répéter parce que les monstruosités avancent parfois déguisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous dites est une vérité affligeante. Vous avez un budget militaire américain qui va arriver maintenant à 1000 milliards de dollars. Vous imaginez ce que c'est que 1000 milliards de dollars? Ouais. Budget militaire seulement, c'est le PIB d'un pays comme la Turquie. La Turquie n'est pas encore arrivée à 1000 milliards de dollars. Le PIB de la Chine est en progression, 250 milliards de dollars. L'Allemagne va débloquer 100 milliards de dollars pour l'armement. Le Japon, sur 4 ans, 400 milliards de dollars. Mm. C'est quelque chose d'incroyable, alors que le monde, j'allais dire, le monde crève de faim. La Absolument. population mondiale crève de faim. Il y a encore tout à faire. Il y a une régression terrible du pouvoir d'achat partout dans le monde, de la misère, les gens n'arrivent plus à se soigner. La question de l'accès à l'eau, aux soins, à l'éducation est devenue problématique. Je ne parle pas de l'immédiat, l'immédiateté où nous sommes, c'est-à-dire la France, la Russie, l'Amérique, mais le monde va mal. Et curieusement, le monde n'a jamais produit autant de richesses. Absolument. Et, et le monde crie à la famine financière, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent alors qu'on engage des centaines et des centaines de milliards de dollars pour faire la guerre. Quand on dépense 1000 milliards de dollars pour les questions militaires, ça veut dire qu'on va faire la guerre. Ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et quand la Chine augmente son budget militaire, ça veut dire qu'elle s'attend à faire la guerre également. Et la France va l'augmenter également. La loi de programmation prévoit aussi une augmentation du budget militaire. Donc, il faut s'attendre à... On ne fabrique pas des armes pour les laisser de côté. On fabrique des Mhm. armes, on élève des soldats, on finance des bases militaires. 1000 bases militaires américaines dans le monde. 1000. Mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et malheureusement, ça chemine. Alors, quand vous demandez aux gens d'essayer de comprendre la Deuxième Guerre mondiale, c'est
Ça, c'est protégez-moi plutôt de l'avenir plutôt que du passé. Le passé, je l'ai déjà vécu. C'est ça qui est terrible. Mais c'est Voilà, que malheureusement, c'est la même dynamique. Même si ouais, les ouais, c'est la même conditions ont dynamique. changé, même si les conditions ont changé, on retrouve à bien des égards les mêmes intérêts qui tirent les ficelles, Absolument, les absolument. mêmes Je suis d'accord. acteurs, et les Tout mêmes à fait, acteurs, tout même à si les choses, les conditions ont changé, fait. mais c'est le même fil. Bien. Les Alors, monstruosités avancent à visage couvert et déguisé. Voilà. C'est pas, ça peut se développer un jour. et Peut-être encore, qu'on va la prendre à nos dépens. Ouais. encore une question, Monsieur Ben. Il y a beaucoup, je aimerais revenir un peu au mouvement national algérien. Par rapport à Mhm. ce que nous avons dit donc, dans la première émission, il y a beaucoup d'Algériens ou de gens qui étaient dans le mouvement national et qui ont combattu enfin, disons, dans les rangs, parmi les rangs des nazis. C'était Oui, 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 c'est pas beaucoup. Mais enfin, oui, d'accord, Enfin, ouais. il y a certains, il y a certains. Ouais, ouais. Donc, il y a pas mal, je voulais dire qu'il y a, il y a certains qui reprochent cet aspect-là en disant qu'ils ont transposé un peu cette idéologie dans le mouvement national et la guerre de libération. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, ça me hérisse quand on parle de ça. Ça me hérisse. C'est le roman de Voilà, c'est ça, le village de l'Allemand. Vous avez Absolument. certainement entendu parler de ça. Je trouve absolument scandaleux qu'on écrive des choses pareilles, à savoir que le mouvement national algérien était investi par l'idéologie nationale socialiste, c'est-à-dire de la race pure, de l'antisémitisme, etc. Je ne veux pas parler de la question de l'antisémitisme de manière générale, qui existe malheureusement dans les sociétés. D'ailleurs, Abban Ramadan, justement, Absolument, il a fait et l'appel de- aux Juifs. Il a fait ah, mais l'appel aux Juifs. absolument, en Voilà. leur disant Mais que vous êtes pour des ce, citoyens algériens absolument, des à citoyens à part part entière. entière. Absolument. Mais pour revenir à la question des Algériens qui ont combattu dans les rangs du nazisme, euh, c'est une prise de position. Ça s'appelle le CARNA, Comité algérien, etc. C'est une très petite minorité qui s'est Mhm. engagée aux côtés des nazis selon le principe que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et mon C'est-à-dire, ami. Ouais. je marche avec les Allemands parce que ce sont les ennemis de mes ennemis, c'est-à-dire la France coloniale. Et Mhm. donc, ils se sont. Bon, l'exemple le plus connu, vous le savez, c'est Mohamed Saïd, qui est devenu colonel de l'ALN, colonel de la Wilaya 3. Mais, effectivement, Mohamed Saïd, c'est pour ça qu'il a écrit son livre, comment il s'appelle, voilà, parce que Mohamed Saïd est effectivement un musulman intégriste, un islamiste intégriste qui est aussi quelque part un peu antisémite. C'est le gros antisémitisme, euh, pas très dangereux parce qu'il n'a aucun, il n'a pas de, j'allais dire, il n'a pas de plan pour exterminer les juifs. C'est un antisémitisme basique. Mais c'est pas pour autant que dans les Disons rangs de libération culturel. nationale, non, pas Culturel. du tout. Pas du tout. L'appel aux Juifs est très clair. Les Mhm. Juifs sont nos frères, les Juifs font partie intégrante de la nation algérienne qui sortira de l'indépendance. Et du reste, il y a beaucoup de Juifs qui ont combattu dans les rangs de l'armée de libération nationale et qui étaient dans les FMN. Et j'en ai moi personnellement connu et qui parlent de D'accord. l'Algérie comme leur véritable parti, a commencé par Daniel Timsit. Hélas, Lequel, s'il vous plaît? Daniel Timsit. Mhm. Daniel Timsit qui a écrit deux livres d'ailleurs et que j'ai personnellement connu. C'est un homme d'une trempe exceptionnelle qui parle en berbère, qui parle en arabe et qui parle de l'Algérie. Et comme moi, je ne sais pas en parler, tellement lui, il a encore plus dans les livres, plus que moi. Mhm. Voilà. Et il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a Mhm. beaucoup. Donc, Et il n'y a pas d'idéologie antisémite ou nazie dans les rangs de. D'ailleurs, je vais rendre justice à Messali. Quand les gens du Tarn sont allés le voir pour lui dire il faut s'engager aux côtés des Allemands, il a dit non, 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 non. Il absolument. était en prison. Il a dit non. Il a dit vous ne savez pas que Hitler, ce qu'il pense de nous, il dit que les Arabes, c'est la dernière race après les crapauds.
C'est une phrase qui a été citée par Messali. Est-ce que Hitler l'a dit? Je ne sais pas. Mais Messali, il a dit non, 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 aidons les Français à régler leurs problèmes avec l'Allemagne. Ensuite, nous allons nous retourner contre l'occupant colonial pour revendiquer notre part de liberté et d'indépendance. Parce que moi, j'ai entendu dernièrement des accusations qu'il y a cette espèce de glorification, disons, d'un point de vue culturel, du nazisme ou de Hitler en Algérie. Mais, alors qu'on oublie justement qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens ont donné leur vie Bien justement sûr, pour le évidemment, combattre. évidemment, évidemment. Voilà, c'est Pour combattre à leur même corps défendant, hallucinant. mais ils ont pas déserté le champ de bataille pour aller vers les Allemands, ce qu'ils auraient Oui, pu faire. absolument. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas Ouais. fait. Il y a cette petite frange, je peux dire même, c'est même pas quelques centaines, quelques dizaines d'hommes qui se sont engagés aux côtés des Allemands dans ce qu'on appelle le Karna. C'est un mouvement qui s'appelle le Karna. C'est en vertu du principe l'ennemi de mon ennemi est mon ami, quoi. Mhm. Il n'y a D'accord. pas d'idéologie nazie dans le mouvement national nazi. Ben, je vous remercie, Monsieur le Bled Abben, et j'espère que nous avons réussi à éclairer quelques zones d'ombre dans ce sombre épisode de l'histoire de l'humanité. Professeur Abben, j'espère aussi vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.